Bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. Les adieux du Sénégal à la légende Papa Bouba Diop, cette foule énorme qui a assisté hier à ses obsèques et qui l'a accompagné à sa dernière demeure au cimetière de Dangou à Rufisque, sa ville natale, la veille, vendredi, à l'aéroport Blaise Diagne, à l'arrivée de sa dépouille en provenance de la France, cérémonie officielle d'hommage présidée par le chef de l'État. Les hommages donc de la nation à cette icône du football sénégalais qui nous a quittés à seulement 42 ans. Bouba Diop qui est toujours le meilleur buteur du Sénégal en Coupe du Monde. Bonjour Souleymane Jules Diop. Oui, bonjour Babacar. Le 31 mai 2002 à 11h30, quand Papa Bouba Diop marquait ce but contre la France en match d'ouverture du Mondial 2002, où étiez-vous ? Je crois que, même si ma mémoire me joue parfois des tours, on était entre une bande d'amis, de ressortissants fatiguois. Il y avait les Aliou, il y avait les Moudou, Camara, il y avait les Cheikh Gassama. On a regardé le match. Mais il y a surtout l'avant-match. J'étais plus jeune que ça, c'était il y a 18 ans. Et je n'ai pas dormi de la nuit. Et je n'ai pas dormi parce que je me disais, mais quelle raclée demain, et puis on va avoir honte. Personne n'imaginait ce qui se passerait le lendemain. Et oui, une nuit d'angoisse. Puis le lendemain, heureusement d'ailleurs qu'il y a un décalage horaire, et le lendemain, et puis la délivrance. Avec un garçon magnifique, El Hadj Diouf, qui déborde sur l'aile, qui passe de saillie, qu'il fait tomber avec une feinte, qui passe en retrait, qui touche la balle, une passe encore, on appelle ça une raquette, à Pape Bouba Diop, et puis ce but. Et cette joie-là, ce moment-là, on le vit une fois dans sa vie, et c'est fini. Et on ne le vit plus. Il nous a tous rendus heureux ce jour-là. Vous avez une histoire personnelle avec Papa Bouba Diop ? Au fait, quand j'ai appris son décès, j'étais triste, oui, j'étais triste. Mais vous savez, avec l'âge, avec le temps, on est un peu plus décalé, on a plus de distance. Et puis, mon fils, le soir, il m'envoie une photo. Une photo, lui avait 3 ans, mon fils est maintenant à l'université. Et Pape Bouba Diop. Et puis, moi, j'avais oublié ces choses-là. Et mon fils, à partir de ses 12 ans, il aimait dire quand le jungle football, il disait Aladji Diouf, Aladji Diouf. Et puis pour lui faire plaisir, je l'ai amené à un regroupement des Lions qui devait jouer ce jour-là avec une équipe, je ne vais pas dire n'importe quoi, je ne me souviens plus, une équipe en tout cas maghrébine. Et je l'amène. Et quand on arrive au regroupement des Lions, il est déçu parce qu'il n'a pas vu sa star. El Hadj Diouf. El Hadj Diouf. Et je n'oublierai pas, si vous voyez la photo, Pape Bouba avait un bop, il était habillé pour sortir. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il était loin, il était déjà à plusieurs mètres de distance. Quand il voit l'enfant, je ne le connais pas, il ne me connaît pas, il ne peut pas savoir que c'est mon enfant, c'est un enfant quelconque. Il revient, il rebrousse chemin, il vient parler à l'enfant et naturellement, il se baisse, il se met à genoux et il prend la photo avec cet enfant qui était encore un petit garçon, un petit poussé. Et évidemment, du coup, quand je l'ai vu, j'ai compati avec mon fils parce que j'ai imaginé la souffrance qu'il a vécue, la douleur qu'il a eue et le réflexe qu'il a eu de m'envoyer cette photo. Et évidemment, ça m'a rendu très triste. Très, 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 très triste. Papa Bouba Diop nous a quittés il y a exactement une semaine, dimanche dernier, des suites de la maladie de Charcot. Il est décédé à Lens, en France. Le pays de résidence d'ailleurs de notre invité aussi, puisque Souleymane Jules Diop, vous êtes depuis juin 2019, l'ambassadeur représentant permanent du Sénégal auprès de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui a son siège à Paris.
À quoi sert aujourd'hui l'UNESCO? C'est une question que certains se posent quand ils regardent la marche du monde et quand ils regardent aussi en même temps la mission première de l'UNESCO qui a été de favoriser le dialogue entre les civilisations, les peuples et les cultures en s'appuyant sur le respect des valeurs communes allant des droits de l'homme à la réduction de la pauvreté, du développement durable, à l'égalité entre sexes. Mais alors, on va poser cette question devant vous. À quoi sert aujourd'hui l'UNESCO? Alors, l'UNESCO est encore plus utile aujourd'hui, en période de crise du multilatéralisme, avec des nationalismes qui émergent partout, avec la remise en cause même de toutes les conventions internationales, avec une crise des grandes organisations. Les mêmes nationalismes qu'on vit aujourd'hui en Europe, ailleurs on dit les plus grandes démocraties aujourd'hui disent nous d'abord, où il y a une sorte de réminiscence d'un passé glorieux dans certains pays européens, dans certains pays américains, et c'est les mêmes nationalismes qui avaient conduit aux deux guerres, aux deux grandes guerres, qui ont fait plus de 100 millions de morts. Il ne faut pas l'oublier. Et à l'issue de la guerre de 1945, de grands intellectuels se sont réunis pour dire plus jamais. Comment plus jamais? En combattant dans l'esprit des hommes les causes et les germes qui ont conduit à cette guerre meurtrière. Et donc, oui, nous sommes en crise. Le multilatéral est en crise. La coopération internationale est en crise. Mais c'est justement le défi que s'est lancé l'UNESCO, la nouvelle directrice générale de l'UNESCO, avec une période de transformation structurelle pour adapter les organes de l'UNESCO, de l'organisation, aux nouveaux défis, parce qu'il y en a. Entre la Deuxième Guerre et maintenant, nous avons eu plus de 150 guerres. Nous avons eu des génocides. Et donc, le défi, il est actuel, il est présent. Il est vrai que, quand vous voyez, on est passé d'un monde bipolaire à un monde multipolaire, puis maintenant à un monde apolaire. Il n'y a pas de pôle. Et le leadership mondial, évidemment, il est entré dans une sorte de vacuité, puisque ceux qui nous servaient d'exemple, y compris sur le plan de la démocratie, d'ailleurs, aujourd'hui, eux-mêmes sont perturbés dans leur trajectoire, sur leur cheminement. Vous devez savoir, je sais que vous savez très bien de quoi je parle et de qui je parle. Oui. Voilà. Et donc, il y a, oui, un défi. La directrice générale de l'UNESCO, elle est française. Elle est bien française. L'UNESCO a son siège à Paris. Et quand on regarde les comportements, les attitudes, les positions d'Emmanuel Macron, président de France, sur l'islam, sur les musulmans, il y a un gros paradoxe. Vous savez, ce sont des questions sur lesquelles, heureusement, les États se parlent, les organisations organisent le débat interne et sur lesquelles, heureusement, nos États expriment leurs différences. Et c'est ça qui est important, que nous marquions, en tout cas nous, Sénégal, notre différence sur ces genres de questions. Et je puis vous dire, sans évidemment violer l'obligation de réserve qui m'incombe, dire que nous avons des débats internes et le Sénégal, à chaque fois, y compris à l'UNESCO, je dis bien, aux côtés d'autres pays amis, essaie de tenir la voix, essaie de tenir la voix qui a été celle du président de la République d'ailleurs, c'est-à-dire le respect de notre différence et le respect du rythme dans lequel nos peuples marchent dans la modernité. La diplomatie sénégalaise est-elle, Souleymane Juge Diop, est-ce qu'elle est assez influente justement pour peser sur la balance des nations, pour faire respecter tous ces équilibres comme ceux que prône l'UNESCO? Quand je suis arrivé à l'UNESCO, un de mes objectifs, c'était de mieux me battre, de mieux repositionner notre pays dans le concert des nations pour qu'il soit, notre position dans l'organisation, soit digne de ce que nous sommes, du leadership africain que nous incarnons. Nous intervenons justement sur les théâtres d'opération dans de nombreux pays. Nous sommes le 7e pays contributeur en matière d'intervention partout
où la paix est réclamée. Et dans cette organisation, il y a eu un Sénégalais, celui qui a le plus duré au poste de directeur général. C'est un Sénégalais. Quand vous allez à l'UNESCO, 400 organisations, 195 États, vous vous dites, mais comment il a fait? Comment ce Sénégalais a fait? Comment il a fait pour faire entendre, surtout, le nouvel ordre mondial de l'information, l'histoire générale de l'Afrique? Il a fait tellement de choses. Vous vous dites, mais comment il a fait? Et nous devons être dignes de ce qu'Amadou Mahtar Mbow a réussi. Ça lui a valu d'être combattu. Nous allons bientôt le fêter. Et dans un contexte difficile, évidemment, de guerre froide, on ne lui a pas facilité la vie. Et cet homme mérite un immense respect. Un immense respect. Un immense respect. La diplomatie sénégalaise qui a une chef maintenant, Aïssata Tall Sall, la première femme nommée ministre des Affaires étrangères au Sénégal. Oui, il faut le dire assez clairement. Le patron de la diplomatie sénégalaise, c'est le chef de l'État, c'est le président de la République. Les ministres, et d'ailleurs tous les ministres, en réalité, exercent une fonction qui leur est déléguée. Dans ce cadre-là, je ne dirais pas que la personnalité qui est à la tête de la diplomatie sénégalaise n'est pas importante. C'est pas ce que je veux dire. Chacun marque de sa personnalité, de son empreinte, sa fonction. Mais essentiellement, la diplomatie sénégalaise, elle est définie par le chef de l'État. Voyez-vous? Et donc, bon, pour le reste, je pense que elle peut avoir les armes, les atouts pour bien mener... Ça veut dire quoi? Au-delà de la symbolique, ça ne change rien le Sénégal disons que aujourd'hui on ne prête pas trop attention parce que depuis quelques années déjà il faut saluer le président Abdoulaye Wade qui avait décidé de nommer une femme Premier ministre. Il faut saluer le président Abdoulaye Wade qui avait décidé de mettre en place l'Observatoire national de la parité. Même s'il n'a pas appliqué la règle de la parité dans les partis et à l'Assemblée nationale, même si ça a été appliqué après, ce qui a valu d'ailleurs quelques difficultés, mais au moins il a été un pionnier dans le domaine. Et donc, oui, la nomination d'une femme au ministère des Affaires étrangères peut avoir quelque chose de gratifiant pour notre pays, d'assez symbolique, oui. Mais oui... le fond ne change pas. Nous sommes arrivés à un moment donné d'ailleurs où, quand vous voyez, il y avait une sorte de parité dans les institutions. Il y avait une dame au Conseil économique, une dame au Conseil des collectivités territoriales. Voilà, et tout ça, c'est la marche de notre pays. Et j'estime d'ailleurs que c'est ce qui est conforme à l'histoire de notre pays. C'est ce qui est conforme à notre vocation. Quand on évoque les femmes de Nder, ça a valeur symbolique, ça a valeur historique. Et c'est dire ce qu'est notre pays. Et voilà, et je crois que ça va continuer. C'est une marche vers l'avant, c'est une marche vers une plus grande reconnaissance de la femme. J'ai l'habitude de dire qu'elles sont plus nombreuses et on ne peut pas construire un pays en laissant de côté les plus nombreux, le plus grand nombre. Elles font 52% de ce pays. Et il semblerait qu'elles géreraient, en tout cas dans les ménages, mieux que les hommes. Aïssata Tall Sall, donc nommé le 1er novembre dernier dans ce nouveau gouvernement dit d'ouverture où on retrouve d'anciens adversaires de Macky Sall. Il n'y a pas que ça. Idrissa Seck, dont vous avez été le conseiller en communication lorsqu'il était le Premier ministre du Sénégal entre novembre 2002 et avril 2004, Idrissa Seck, à la surprise générale, a rejoint le camp présidentiel actuel dont il était l'un des plus radicaux opposants, a été nommé président du Conseil économique, social et environnemental par le président Macky Sall. Au-delà des explications fournies jusqu'ici, pourquoi, selon vous, Idrissa Seck, que vous connaissez très bien, deuxième de la dernière présidentielle, pourquoi a-t-il accepté de rejoindre le président Macky Sall aujourd'hui? Écoutez, je vais vous dire ce qui relève de mon point de vue et ce qui relève peut-être de l'anecdote.
c'est que Idrissa Seck a contribué au moins à partir du second tour. En 2012 En 2012 à l'alternance. Et quand il y a eu ça, le compagnonnage a duré environ 1 an. Après, il y a, sans entrer dans le détail, parce que je suis regardant sur une certaine réserve quant à ce que je dis, mais ce qui les a opposés n'était pas grave, c'était de l'ordre de petits malentendus. Il n'y avait pas de divergence de fond. Et c'était un peu dommage et triste. Parce que, voyez-vous... Comment ça, on a vu plusieurs fois Idrissa Seck faire des sorties pour critiquer la gouvernance Macky Sall. Ce sont des questions de fond. Écoutez, moi, je vais vous dire, j'ai vu Idrissa Seck une seule fois en 8 ans. Je l'ai rencontré par hasard à l'aéroport. Il allait battre campagne à Ziguinchor pour le référendum. Par hasard. Et il y avait à côté de lui un garçon barbu. Je ne savais pas qui c'était. Mon petit frère qui m'a abandonné et tout ça, on a échangé. Puis je lui dis, mais Mara, j'ai l'impression qu'on ne vous a pas passé le message que je vous ai adressé le 14 mars 2013, que j'avais passé à une dame, dont je tairai le nom. Il me dit non. Je lui dis, est-ce que... je lui dis, d'abord les salam alek, je lui dis, et Ablaye, il paraît que c'est un grand garçon maintenant. Moi, j'ai quitté Ablaye, il avait 9 ans. Il me dit, c'est Ablaye qui est assis, le garçon barbu, c'était Ablaye, c'était son fils. Alors, je lui dis, est-ce que ce que je veux dire, je peux le dire en présence d'Ablaye? Et donc, Ablaye est témoin de ce que je dis là. Je lui dis, moi, je pense que tu es parti trop tôt. Vous êtes séparés trop tôt. Alors que tu aurais pu jouer avec ton parti un rôle très utile. Je lui ai dit, j'ai dit à la personne, ce que je dis là, c'était le 10 mars 2016. Je lui ai dit, j'ai dit à la personne, et aujourd'hui encore, j'en suis plus convaincu, je lui ai dit, je pense que ce que je vois le président Macky Sall faire, ce qu'il est en train de faire, je crois que s'il le termine, il va avoir un autre mandat. Il va être réélu. Et donc, je pense que partir maintenant et attendre encore une autre élection, un autre mandat, Idrissa, pour moi, c'est trop long et ce n'est pas réaliste. Voilà comment je lui ai posé le problème déjà. Je parle du 10 mars 2016. Et il a souri, son sourire légendaire. Il m'a dit, Souleymane, nous allons poursuivre la discussion. Et cette discussion, nous ne l'avons jamais poursuivie. Et moi, je suis triste parce que je ne peux pas me renier. Je ne peux pas renier la part d'Idrissa Seck en moi. Il m'a pris alors que j'étais jeune. Il m'a fait confiance. Il m'a fait travailler. On n'a pas toujours été d'accord par la suite. On ne s'est pas entendu par la suite. Il y a eu de la distance qui s'est créée naturellement. Mais vous savez, Babacar, la vie, surtout la vie politique, elle est faite de séparation et de retrouvailles, de conflits et de réconciliation. Et le voir aujourd'hui, bon, il y a une part de temps qui a été perdue, pour qui je ne sais pas. Mais bon, entre-temps, il s'est essayé 3 fois, il s'est mesuré 3 fois, et on a vu à chaque 3 fois... fois candidat à la présidentielle. Hein. On a vu à chaque fois qui était le vainqueur. Et donc, à mon avis, les choses sont devenues plus claires. Maintenant... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les choses sont devenues plus claires. Je veux dire, ils se sont affrontés et chacun a pu se mesurer au suffrage universel, qui est le seul moyen de départager de prétentieux. Alors, je vais vous poser la question, même si eux, ils ne le disent pas, la question se pose dans l'opinion. Y a-t-il un deal entre les deux hommes? Il n'y a pas. Autrement dit, Macky Sall veut-il se maintenir au pouvoir avec la bénédiction d'Idrissa Seck ou veut-il faire d'Idrissa Seck son dauphin en perspective de la présidentielle de 2024? Alors, j'ai été très proche collaborateur du président à un moment donné, puisque j'ai été son conseiller en communication, pendant d'ailleurs la période la plus difficile dans les relations avec Idrissa. J'ai ensuite, je dirais, été au cœur de l'organisation de sa campagne, puisque j'étais son mandataire pour la communication, pour les médias. Je l'ai suivi pendant 25 jours. J'ai travaillé avec lui tous les jours, et matin et soir. Nous sommes sortis des élections. Nous avons gagné. Oui,
la coalition, la majorité a vaincu. Il fallait juste dire, bon, et les 42% de Sénégalais qui n'ont pas voté pour moi, qui n'ont pas voté pour nous, qu'est-ce qu'on en fait? Il aurait pu dire, j'ai gagné au premier tour, avec une différence nette, j'avance. Mais Idrissa est sorti avec 1 million de voix. Presque 1 million, oui. 1 million. Mais on ne peut pas ne pas tenir compte de l'avis d'1 million de Sénégalais sur 6. D'un Sénégalais sur 6. On ne pouvait pas. Et donc, le réflexe, c'est de dire, le pays, il faut le mettre ensemble. Ça, c'est la responsabilité, c'est le devoir d'un président de la République. Et nous allons peut-être y revenir, de dire, mon rôle, ma fonction, c'est au-delà, parce qu'il y en a eu quand même. Il y a eu un vote en Casamance, il y a eu un vote dans ce que j'appelle le pays Wolof, le Kayor, le Bawol, et il fallait avoir une lecture de ça, des résultats qui ont été obtenus. Et de mon point de vue, il fallait lui dire, il faut mettre les Sénégalais ensemble. Et je salue le fait que, par le truchement, c'est vrai, d'une pandémie, que le président de la République, ce qu'il a toujours fait d'ailleurs, ce qu'il a souvent fait, mais à l'insu des gens, dise, il faut parler à mes opposants, discuter avec eux, essayer de mettre quelque chose ensemble. C'est l'amalgame, parce que les arguments officiels avancés par les uns et les autres, c'est la pandémie de Covid-19. Vous venez de démontrer que l'autre paramètre sur lequel Macky Sall s'est peut-être appuyé pour faire venir Idrissa Seck dans son camp, c'est cette réalité politique que constitue Idrissa Seck. Écoutez, soit c'est l'un ou l'autre des arguments, on ne peut pas avancer les deux pour justifier aujourd'hui l'alliance entre les deux. J'ai commencé. Il n'y a pas que Idrissa. Le président de la République a tendu la main à tout le monde. Il a reçu tout le monde. Il y a des gens qui ont dit, nous ne sommes pas intéressés par le projet. Nous ne sommes pas intéressés par l'idée. Nous ne sommes pas collaborateurs. Il y avait aussi un autre projet sur un dossier qui avait été laissé sur la table du président Abdoulaye Wade en 1999, qui, quand il est arrivé, a dit « je ne le lirai pas », alors que c'était au cœur de son programme de gouvernance, le rapport du professeur Mbodj qui voulait instituer 2 choses, et le financement des partis, le modèle de financement des partis politiques, pour avoir un contrôle sur les flux financiers qui nous viennent, et deuxièmement, le statut de l'opposition. Cette question, elle a été laissée à l'appréciation du dialogue national. Ce dialogue national se poursuit. Mais vous savez, Babacar, moi je pense que tant qu'on le peut, tant que c'est possible, on doit s'entendre sur l'essentiel. Abdoulaye Wade l'a fait en 1984. Il est sorti de prison, à peine sorti de prison. Il aurait pu se fâcher, il aurait pu se mettre en colère. Il est allé trouver Abdou Diouf à Popenguine. Il lui a dit, c'est le Sénégal qui m'importe. En 1990, Famara Sagna a pris le relais. Avant Abdoulaye Wade et Abdou Diouf, ils se parlaient d'ailleurs par personne interposée, Fara Ndiaye, Christian Valentin, puis Ousmane Ngom. Qui était député à l'Assemblée nationale à l'époque. Oui, et il y a eu l'épisode Senghor et Lamine Gueye, qui se sont eux aussi crêpés le chignon, et qui finalement se sont retrouvés. Moi, je pense que tant qu'on peut travailler pour que les Sénégalais se retrouvent, nous devons travailler à cela. Maintenant, la politique est un monde de violence. C'est un monde violent, la politique. Elle est violente, elle ne vous laisse rien. Vous perdez tout si vous n'y prenez garde. Si les gens ne s'arrêtaient pas pour se parler, au moins sur le pays, sur l'intérêt du pays, sur les priorités du pays, sur la gouvernance, ce serait dommage et catastrophique pour notre pays. Nous n'avons, nous, Sénégalais, que notre capital humain. Le valoriser, discuter, échanger avec nous. Et les pères fondateurs de ce pays ont mis en place des modalités, c'est vrai archaïques, mais qui nous permettent aujourd'hui de tenir debout. C'est le fait que moi, je puisse vous regarder, plaisanter avec vous et dire « vous êtes mon cousin à plaisanterie ». C'est le fait de pouvoir dire
Un Sérère, il est sacré pour un Diola, il ne le touche pas. Un Toucouleur, il est sacré pour un Sérère, il ne le touche pas. Ce pays est assis sur ses fondements. Et quand quelqu'un jouit du suffrage universel, le chef de l'État, il doit unir les Sénégalais. Et il doit au mieux, je suis en train de suivre aux États-Unis, l'avenir de ce qu'ils appellent the pardon. Mais Souleymane Jules Diop, il y a bien des visées politiques dans ces retrouvailles Macky Sall. Et la question que je vous ai posée, c'est est-ce que Macky Sall, il envisage de se maintenir au pouvoir pour le faire, je neutralise tout ce qui pourrait nuire à ce projet-là, genre Idrissa Seck, deuxième de la dernière présidentielle. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que, comme le pensent peut-être d'autres Sénégalais, il veut faire de Idrissa Seck son successeur en 2024? Alors, vous savez, mon cher Babacar, il y a 3 variables. Je ne maîtrise aucune d'elles. L'intention du président de la République, je ne la connais pas, je ne suis pas entré dans sa tête. La légalité, ce que du point de vue de la légalité est possible ou n'est pas possible. Je ne suis pas juge constitutionnel pour en décider ou en attester. Troisièmement, le choix du peuple sénégalais, je ne le connais pas encore. Et donc, ces 3 variables, et je n'ai pas la maîtrise sur l'une d'elles. Les deux dernières variables font référence au mandat présidentiel avec la question éternelle. Est-ce que Macky Sall, il a droit à une troisième candidature à la présidentielle? Quelle est votre opinion? Mon opinion, je la confie au juge constitutionnel. Et c'est le juge constitutionnel seul qui sera ou qui est capable de dire en l'état ce qu'il en est. La Constitution, dans sa configuration actuelle, elle n'est pas claire sur le sujet, à votre avis? Mais quand on allait au référendum, j'ai entendu les principaux opposants dire « Ne votez pas ce référendum parce que si vous le votez, Macky pourra faire un 3e mandat. » Ce sont les opposants qui le disent. Ce sont les mêmes qui disent aujourd'hui « Macky ne peut pas faire un 3e mandat. » Et donc, le seul moyen de départager, il y a un débat d'école sur la question de la rétroactivité de la loi. Ce que je dis là est séparable de la question de l'intentionnalité du chef de l'État, de ce qu'il a envie de faire ou de ce qu'il va faire. Ça n'a rien à voir. On est en train de dire, du point de vue de la légalité, la question des dispositions transitoires, est-ce qu'elles existent? Ensuite, la question de la lecture qu'il faut faire d'un principe de droit qui est le principe de non-rétroactivité. Mais ce sont les opposants eux-mêmes que j'ai entendu dire quand on allait au référendum, ne votez pas le référendum, Macky aura le droit de faire un 3e mandat. Mais, le débat qui est posé, Babacar, et pourquoi, à mon avis, on ne se comprend pas, c'est que Macky Sall n'a jamais dit qu'on ne doit pas évoquer la question du 3e mandat. Il ne l'a jamais dit. Il a dit, quand il a gagné, il a appelé ses gens, ses lieutenants. Il leur a dit, j'ai gagné, j'ai 5 ans à faire, j'ai un projet pour le Sénégal. Je viens d'avoir le financement du PAP 2. Vous qui êtes dans mon camp, vous avez le choix entre arrêter de pourrir le débat interne pour installer une discussion sur un 3e mandat alors que je viens de gagner l'élection, vous vous taisez pour qu'on travaille pour les Sénégalais. Et il ajoute, ceux qui ne veulent pas, ils sortent et ils font comme moi. Donc, il ne s'adressait pas aux autres. Il ne peut pas empêcher ce débat de se tenir. Si tant est que les gens veulent le tenir. Mais en interne, les gens qui sont nommés dans son gouvernement et qui seraient tentés de poser ce genre de débat, il est prématuré et il nous empêche de travailler. Il nous empêche de travailler parce que chacun aura le regard rivé sur son prochain, sur son prétendu rival. Et c'est très vicieux parce qu'il y a des gens qui étaient déjà en train de se dire, mais puisque l'autre est ambitieux,
Je dois, moi, rassembler le plus de moyens humains et financiers possibles. Et ça vicie le travail, l'atmosphère de travail. Donc, il y a eu un malentendu sur cette question. Ce n'est pas réellement ce qui a été dit. Ce débat, on ne peut pas l'empêcher. On ne peut pas empêcher les Sénégalais ou à l'opinion de poser le débat. Alors, votre avis personnel sur ce sujet, Souleymane Jules Diop? Et je vais me répéter encore une fois, c'est que moi, je n'ai pas d'avis sur le sujet. Je n'en ai jamais eu. Je pense que la chose la plus sage, c'est de s'en référer à ceux qui sont les garants de notre Constitution. Pourquoi, Babacar? Pourquoi? Le 23 juin 2011, nous avons dit Abdoulaye Wade ne fait pas un troisième mandat. Finita, nous avons dit. Nous nous sommes braqués pour dire pas de vice-président, pas de succession monarchique, et nous avons dit pas d'élection d'un président avec moins de 50%, et nous lui avons dit pas de troisième mandat. Sur les autres questions, nous avons gagné. Abdoulaye Wade a reculé. La loi qu'il voulait faire adopter à l'Assemblée, il l'a retirée. Mais sur la question du troisième mandat, nous avons été défaits par le Conseil constitutionnel. Et vous ne pouvez pas savoir, je peux le dire aujourd'hui, le type de pression que j'ai essayé d'exercer à l'époque sur les juges constitutionnels pour qu'ils invalident la candidature d'Abdoulaye Wade. Mais une fois que sa candidature a été validée, il y a des gens qui ont dit il ne faut pas aller aux élections. J'ai dit si, il faut y aller. Il faut y aller. C'est maintenant au peuple sénégalais de trancher. Quand nous sommes partis aux élections, à l'élection présidentielle. Vous faites référence à vos chroniques à l'époque, à distance, via Internet, contre le régime d'Abdoulaye Wade. À l'époque, Babacar, nous avons dit, j'ai dit, Abdoulaye Wade a eu raison parce que le droit lui a donné raison. Il faut aller aux élections. Et figurez-vous, il est arrivé premier, malgré nos bruits, malgré nos sorties, malgré tout ce que nous avons dit. Abdoulaye Wade est arrivé premier au premier tour. Et heureusement d'ailleurs, parce que ça veut dire que s'il avait limité les 50% bloquants nécessaires, il serait aujourd'hui le président de la République du Sénégal. C'est pourquoi j'ai dit que dans les 3 variables, j'ajouterai une dernière, Babacar. La dernière inconnue, c'est Allah. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Je ne sais pas si je serai là, Babacar. On ne sait pas qui sera là. Les choses les plus inattendues se passent aujourd'hui dans le monde. Et encore aujourd'hui, la période que nous vivons. Combien d'amis, de frères nous avons perdus? Qui sait de quoi demain sera fait? On souhaite qu'il se passe le meilleur pour notre pays. C'est ce que tout le monde souhaite. Mais personne ne sait. Macky Sall en a-t-il fini avec l'enrôlement d'opposants dans le cercle du pouvoir? Ça demande une double dynamique, symétrique. D'un côté, une offre, de l'autre, une demande. L'offre de dialogue, l'offre de collaboration, et de l'autre côté, une demande de collaboration. Ce n'est pas fini. Parce qu'en réalité, la discussion, elle a toujours été là, elle a toujours existé. Idrissa a déclaré clairement que les discussions avec lui ont commencé il y a un peu plus d'1 an. Et je peux vous confirmer qu'en effet, ça a commencé il y a un peu plus d'1 an. D'autres, le président rencontre ses opposants. Il les rencontre? Oui. Oui, il les rencontre. À l'insu de l'opinion. Y compris ceux qui parfois disent « je ne veux pas le voir ». Il les rencontre. Qui? Ousmane Sonko, Khalifa Sall? Il les voit, pardon? Ousmane Sonko, Khalifa Sall ou qui d'autre? Par exemple. Khalifa Sall? Oui. Il rencontre le président de la République? Oui, ils se sont rencontrés. Oui. Enfin, il est allé le trouver, oui. Pour discuter de quoi? Écoutez, ils se sont parlé, ils ont échangé. Je ne crois pas que je n'ai
je n'ai pas le droit de déflorer ou d'évoquer ici des contenus de discussion qui elles-mêmes n'ont jamais été évoqués jusqu'ici de toutes les façons. Mais oui, Khalifa a été échangé, discuté avec le président Macky Sall, oui. C'était pour rentrer dans quoi au fait, c'est pourquoi, voilà, vous voyez, Khalifa, moi ça fait 2 ans que je n'ai pas parlé, que je ne me suis pas exprimé, parce que j'estime que, voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Parce que souvent, je regarde le débat à distance, je le vois, je regarde, j'observe et j'entends des choses qui parfois relèvent de la méconnaissance de la réalité politique. Les hommes politiques discutent toujours, même si dehors officiellement ils se battent, ils échangent et ils discutent toujours. Et en ce moment-là, il a été beaucoup question d'ambition. Quand j'ai entendu après parler de complot et tout ça, ça ne pouvait pas être. Et je pense, je le dis ici, c'est valable pour Khalifa. Et d'ailleurs, moi, heureusement, je ne l'ai jamais entendu, en tout cas dans ces histoires-là, citer le président de la République ou dire directement qu'il serait derrière un complot pour l'écarter, parce qu'il n'était pas candidat à la présidentielle de toutes les façons. Il ne s'est jamais déclaré candidat. Et moi qui suis par exemple au courant de cet échange-là, parce que j'étais quand même présent, je sais que jamais, et à aucun moment donné, et Khalifa le sait, il n'a été dans l'intention du président de la République de faire quoi que ce soit, d'agir dans aucun sens d'ailleurs, parce que ni d'arrêter la machine judiciaire, ni d'essayer de la pousser de l'avant. C'est aussi valable pour ce qui est du cas de notre frère Karim Wade. Vous savez que moi j'ai jamais souhaité, j'ai jamais voulu que ce qui s'est passé se passe. Je ne l'ai jamais voulu. Mais je peux attester, je peux l'avancer. Le président Macky Sall a été très peiné. Contrairement à ce qui peut se dire, l'impression qui peut être donnée, j'étais son proche. Je peux prétendre. Abdoulaye Bathily avait déclaré le contraire. J'étais son très proche collaborateur. Abdoulaye Bathily. Très proche collaborateur du président, je vous assure. Abdoulaye Bathily, alors patron de la LD, avait déclaré sur le sujet Khalifa Sall, par exemple, qu'il a dit au président qu'il ne faut pas encourager un emprisonnement de Khalifa Sall. Il dit que le président ne l'a pas écouté. C'est tout à fait le contraire que vous nous dites aujourd'hui. Je vais vous dire. La question c'était de savoir. Il y a des gens qui ont dit oui, ça n'arrange pas le président que Khalifa aille en prison. Ça n'arrange pas le président que Khalifa aille en prison. Alors, est-ce que parce que ça ne l'arrange pas, il doit arrêter la justice? La question n'est plus de savoir si ça l'arrange ou pas que Khalifa aille en prison. La question était de savoir s'il y avait des raisons pour que Khalifa soit poursuivi, pour qu'il soit maintenu en prison. C'est à la justice d'en décider. Mais tout ça est derrière nous. Pour moi, tout ça est derrière nous. Et tout ça, ce sont des épisodes de notre histoire. Ce sont des épisodes malheureux. Vous dites que Macky Sall... Pardon, vous dites que Macky Sall a été peiné par l'affaire Karim Wade, qui s'est retrouvé en prison. Mais alors, puisqu'il parle à ses opposants, est-ce que Macky Sall et Karim Wade, ils se parlent? Je ne veux pas vous mentir, Babacar. Je ne suis pas au courant et je n'ai pas connaissance d'échanges directs. Je dis bien d'échanges directs entre Karim Wade et Macky Sall. Mais entre Macky Sall et son ancienne famille politique, le PDS, le dialogue est présent. Le dialogue est là, avec ses anciens frères. Le PDS est débarqué récemment via un communiqué officiel de cette ouverture du gouvernement à des partis d'opposition. Paradoxe aussi quand vous me dites que les deux camps se parlent. Mais ils se sont toujours parlé. Ils se sont toujours parlé. On se joue alors de l'opinion, Souleymane Jules Diop. Je vous dis
en connaissance de cause. De part et d'autre, on se joue de l'opinion. Ils se sont toujours parlé. C'est le débat politique et c'est le pays qui l'exige. Le président de la République, il veille à la stabilité du pays, il veille à l'unité du pays, il veille à l'union des Sénégalais. Parce que c'est la base de la stabilité et du devenir de notre pays. Vous savez, moi j'ai été content qu'il ait parlé à Maître Abdoulaye Wade, qu'il ait vu Maître Abdoulaye Wade, qu'il ait échangé avec Maître Abdoulaye Wade et qu'il ait gracié quand il a pu le faire, Karim Wade. Parce que tant que la justice suivait son cours, tant que les procédures n'étaient pas épuisées, il était quasiment impossible de le faire. Mais vous ne libérez pas de prison quelqu'un pour qui vous avez peut-être des craintes de je ne sais pas quoi. Et ensuite, quand vous le craignez vraiment, vous ne le laissez pas s'éloigner. Vous le gardez à côté de vous. Donc, à mon avis, ce débat, il est dépassé. Heureusement qu'il est dépassé. Ce que je pouvais vous dire, et ça, je dis mon sentiment, qui est de l'ordre de ma sensibilité. Le président de Macky Sall n'a jamais été heureux. Il a été peiné. La frustration avec ces nouvelles alliances qui se dessinent, la frustration des alliés de toujours de Macky Sall, frustration cachée ou affichée. Landing Savané, hier, le leader de JPADS authentique, qui s'est d'ailleurs opposé à un troisième mandat de Macky Sall, Mimi Touré aussi, très écœuré par son limogeage de la présidence du Conseil économique, social et environnemental. Ces ministres aussi qui ont été sortis du gouvernement, Amadouba, Ali Ngouille Ndiaye, Oumar Youm, ou encore Makhtar Cissé dans une moindre mesure parce qu'il n'est pas politique carrément. Ces frustrations qui s'engrangent dans votre camp. Babacar, moi je n'ai jamais eu de département ministériel à moi. J'ai travaillé dans la com du président. Il m'a amené au Sénégalais de l'extérieur. Il m'a dit, règle-moi la question de la représentation. Je l'ai réglé par l'élection de députés de Sénégalais de l'extérieur. Il a fait le PUDC, il m'a appelé. Il m'a dit, fais-le accepter, fais-le connaître, fais tout pour que les bailleurs viennent. J'ai fait ce travail. Il m'a appelé pour sa campagne. J'ai été le seul dans sa campagne à avoir bénéficié d'un décret. Je me suis occupé de sa communication de campagne. J'étais son mandataire. Je portais les mêmes habits. Tous les jours, je me changeais rarement et je ne me couchais jamais avant 4 heures du matin. Il le sait, le président, il m'entend. On était quelques-uns à le faire, à travailler tous les jours d'arrache-pied. Et je me disais, au fond, j'avais un double intérêt à ce que ça continue, mais aussi à ce que, moi, la perspective que, d'ailleurs, ça s'arrête au bout de 7 ans et que je doive retourner peut-être au Canada, tout ça était une perspective impensable. Quelqu'un m'a dit, on va vous battre et tu vas retourner à ton Canada. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On se bat, on gagne. Et je pense qu'il était content de mon travail. On se bat, on gagne. Mais figurez-vous que je ne voulais pas aller en exil. J'ai été exilé. Il m'a dit, il y a du travail dans la diaspora, il y a du travail à l'étranger, il y a du travail dans le multilatéral. Je pense que tu peux le faire. Exil. Je laisse tout le monde ici. Je pars. Est-ce que je n'ai pas de raison, moi, d'être frustré ? Il y a des gens qui sont dans le gouvernement aujourd'hui, qui occupent des portefeuilles. C'est moi qui ai pris leurs mains pour les amener chez le président. Je peux vous en citer plusieurs. Il y en a. Ils se reconnaîtront. J'ai pris leurs mains. J'ai dit, vous, arrêtez. Le président, c'est votre frère. On va le voir. Ils sont ministres dans le gouvernement. Moi, je suis ambassadeur à l'étranger. Je ne me suis pas plaint. Parce qu'au-delà de tout, Babacar, c'est Dieu qui trace les destins des gens. C'est passé par le président Macky Sall. Je trouve qu'il a été trop généreux avec beaucoup de gens. Il faut citer ceux dont vous avez pris la main et présenté au président de la République. Mais ils sont nombreux. Il faut les citer pour plus de transparence. Ils sont nombreux. Écoutez,
90% aujourd'hui des gens, des alliés qui n'étaient pas des alliés hier, c'est des gens avec qui j'ai parlé et sur lesquels j'ai fait ce travail-là. Ce serait... la décence ne me permet pas de venir ici pour leur dire aujourd'hui vous êtes ministre, c'est grâce à moi ou quoi que ce soit, parce que ce n'est pas moi, c'est leur destin et c'est le choix du président de la République. Mais Babacar, ce que je veux dire, et c'est ça ma conclusion, c'est que finalement, tout le monde est méritant dans ce pays. Vous-même, Babacar Fall, vous êtes méritant. Vous êtes sénégalais. Que vous soyez avec le président, que vous ne soyez pas avec lui, le président de la République a le droit de disposer de toutes les compétences du pays. Il a un pouvoir qui est un pouvoir fondamental dans l'exercice de ses fonctions, qui est le pouvoir d'expertise. Le président doit pouvoir s'entourer de toutes les expertises. Avant votre nomination au poste d'ambassadeur représentant permanent du Sénégal auprès de l'UNESCO, vous avez occupé le poste, dit tout à l'heure, poste de secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur. Vous avez aussi été ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du suivi du programme d'urgence de développement communautaire, le PUDC. Il y a un débat autour des nominations décidées par le président de la République à de hautes fonctions. Le poste de directeur de cabinet du chef de l'État, occupé par Mahmoud Saleh. Un recours auprès de la Cour suprême pour annulation de cette nomination aurait été déposé par des membres de l'opposition qui estiment que cette fonction, elle doit être occupée, et selon la réglementation, par un fonctionnaire de la hiérarchie A, et que Mahmoud Saleh ne remplirait pas cette condition. Qu'en dites-vous? Il y a, je vais dire, un principe et ensuite mon point de vue. Le principe, c'est quoi? Le président de la République, il a un pouvoir constitutionnel régalien, celui de nommer à toutes les fonctions civiles et militaires. J'ai parlé du pouvoir d'expertise du président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour éclairer ses décisions, il doit s'entourer de toutes les expertises. Et sur le principe, il serait dommage qu'il y ait des textes qui viennent en porte-à-faux avec ce principe régalien, ce pouvoir régalien, et qui font qu'aujourd'hui, le président de la République, s'il a besoin d'une expertise de quelqu'un, qu'on puisse lui opposer, il n'est pas hiérarchie A, il n'est pas ceci, il n'est pas cela. D'autant plus que tout le monde sait que cette façon de classifier les gens, elle a une part d'injustice. Vous allez aujourd'hui, par exemple, à l'inspection générale d'État, il y a des gens qui ont fait un concours et des gens qui ont été nommés. Voyez, on avait dit, Senghor avait... Et tout le monde sait qu'avant, il y avait des gens qui venaient avec le certificat d'études, qui, parce qu'ils étaient militants dans le parti au pouvoir, on leur faisait un décret, ils entraient à l'ENAM, ils sortaient administrateurs civils hiérarchie A, et on les nommait directeurs de cabinet, parfois sans même passer par le BFM ou par le bac. De l'autre côté, pourquoi quelqu'un qui a l'expérience, qui a l'expertise, parce qu'il est venu d'ailleurs, il n'est pas fonctionnaire, on ne le prendrait pas. Le président de la République doit avoir la possibilité de faire appel à tous les experts, toutes les expertises. Maintenant, on a encadré, il y a un encadrement pour qu'il n'y ait pas de dérive et pour qu'on s'assure que celui qui est là-bas, il est là pour faire la job. Il est capable de faire la job. Et ces dispositions-là, qui viennent compléter les dispositions constitutionnelles, si elles existent, oui, elles doivent faire l'objet d'attention dans les décisions. Et oui, s'il se trouve que sur cette question-là, les règles élémentaires n'ont pas été respectées, oui, je pense que le président de la République, il entend tout le monde, et s'il faut apporter des corrections, il va les apporter. Ceci dit, si les règles sont un retard sur la pratique, on doit les adapter, on doit les corriger. On ne doit pas empêcher le président de la République parce que quelqu'un n'est pas hiérarchie A ou n'a pas licence, n'a pas bac. Moi, les gens les plus intelligents que j'ai vus dans le monde, ils n'ont pas fait d'études universitaires, Babacar. Ils n'ont pas fait d'études universitaires. Pourquoi on n'utiliserait pas leur expertise ou le président de la République les veut juste parce qu'ils ne sont pas hiérarchie A? Ça, c'est ma position de principe. Maintenant, la règle, comme elle est déjà arrêtée, elle est déjà définie, il va falloir, et à mon avis, il faut la respecter. Merci Souleymane Jules Diop d'être
passé devant le grand jury de RFM. Vous êtes l'ambassadeur représentant permanent du Sénégal auprès de l'UNESCO, l'agence onusienne chargée de la culture et de l'éducation, qui a son siège à Paris. Vous avez résidence à Paris également. Vous étiez de passage à Dakar. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir, Babacar. C'est un énorme plaisir. Je n'ai pas senti le temps passer. N'est-ce pas? Restez avec nous, les programmes continuent. Le grand jury la semaine prochaine. Merci à Abdou